Allô, allô. Oui, c'est bon. Donc, comme j'ai que 1 heure et qu'on a déjà 2 minutes de retard, je vais commencer de suite. Donc, comme vous avez pu remarquer, ma voix est complètement fracasse. J'ai une bonne angine en ce moment, donc un petit peu de fièvre, la voix qui tremble un petit peu et qui n'est pas très agréable, plus un petit peu de tout. Donc, le tout arrangé, je pense que vous allez passer une bonne séance avec moi. Donc, excusez-moi par avance sur cette dégradation auditive. Aujourd'hui, je vais vous présenter le thème du design émotionnel. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Jassane Busson. Je suis une ancienne web designeuse. J'ai un parcours, maintenant que ça va faire 10 ans que je bosse dans le web, donc j'approche de la trentaine dans quelques mois. Et j'ai commencé à bosser à partir de l'âge de 20 ans. Donc j'ai mis les dernières expériences que j'ai eues, pour vous situer un petit peu mon parcours. Donc Agence 7 où j'étais dédiée pendant 1 an à Microsoft et à MSN France. Ça c'était dans les années 2007. En un côté, j'ai lancé un blog sur l'ergonomie web et mobile et surtout sur l'expérience utilisateur. Donc depuis X années, je partage régulièrement quand j'ai le temps mes trouvailles, les expériences que je trouve intéressantes à partager et qui peuvent aider n'importe qui dans le domaine. Ensuite, j'ai été débauchée par Deezer grâce à ce blog qui ont trouvé que j'étais intéressante. Et donc, je suis arrivée en été 8, j'étais la première graphiste. J'ai évolué en tant que web designer, directrice artistique que j'ai quittée en 2010. On était environ une soixantaine. Et j'ai lancé par la suite ma boîte, qui est donc une jeune start-up que j'ai fondée en 2010 avec Sylvain Weber, qui est un ancien de Dailymotion et Google. Donc en gros, j'ai un peu tout connu, le chômage, être salariée, être indépendante, être blogueuse et maintenant être entrepreneuse. Au niveau du parcours et au niveau de mes études, j'ai fait un bac à répliquer. Donc je trouve que c'est important de revenir dans ce domaine car bien souvent des jeunes graphistes qui se lancent dans ce domaine n'ont pas forcément eu ce cursus et n'arrivent pas forcément à avoir un champ de vision assez large. Donc est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui savent la différence entre l'art plastique et les arts appliqués? Ou est-ce qu'il y en a qui ont fait art appliqué tout simplement? Ok, bon. Alors, je vais expliquer la différence. Donc, art plastique, on va dire que vous rentrez aux Beaux-Arts, on vous donne de la peinture. Alors, je vais être super caricatural, mais c'est fait exprès. Donc, on vous donne de la peinture, on vous donne de l'argile, vous faites ce que vous avez envie de faire, vous pensez à la nature humaine, à la mort, à la vie, et ensuite, vous devenez artiste, et des fois, vous finissez chez Pizza Hut. Voilà. Donc, on va dire que c'est plus une approche artistique. Que le domaine des arts appliqués, ce qui est très intéressant, c'est qu'on touche à tous les domaines. Donc c'est un bac qui dure 3 ans, mais on touche à tout ce qui est design d'objets, tout ce qui est stylisme, packaging, graphisme, architecture, design d'espace. Et le fait de toucher à tous ces domaines dans un laps de temps de 3 ans quand même, ça permet donc à l'étudiant de s'ouvrir l'esprit, de toucher à tous les domaines possibles et après de s'orienter dans une expertise qu'il souhaite. J'en arrive à montrer concrètement le design d'exemple d'objet, donc l'art appliqué. L'art appliqué, c'est le designer qui doit répondre à un besoin de l'homme. Voilà, concrètement. Donc exemple tout simple, on va prendre le poivrier. En 1810, on touche donc à tout ce qui est le bois. 1890, la matière évolue, l'environnement évolue et le besoin de l'homme évolue. On arrive à tout ce qui est la matière, on va dire, un peu plus acier. En 1953, pareil, l'ergonomie évolue, donc selon vraiment les besoins de l'homme. En 68, le plastique arrive, donc un peu les années hippie. Et dans les années 90, le design commence vraiment à se démocratiser. Donc on va citer exemple Philippe Starck, qui a quand même été un des premiers designers à vulgariser ce domaine. Et donc là, c'est pour vous montrer vraiment un exemple que rien n'est figé et que l'objet évolue selon l'écosystème de l'être humain. Pareil, on prend le vase de mamie, c'est sympa. On donne à un jeune designer d'essayer de réinventer le vase et il nous en sort carrément un autre domaine dans un autre environnement. Donc ça, c'est vraiment un titre d'exemple pour vous montrer qu'un designer ne va pas être là que pour faire quelque chose, on va dire, d'artistique, mais qui va répondre à un besoin et qui va essayer de pousser le concept beaucoup plus loin qu'on peut s'imaginer. Donc vous allez me dire pourquoi le design émotionnel. Donc il y a 2 ans, donc j'ai lu ce bouquin que je pense que dans la salle, beaucoup ont dû lire. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu ou pas? Oui, donc beaucoup.
Voilà. Et donc c'est Aaron Walter qui est un designer, donc principalement on le connaît surtout pour Mailchimp, qui explique vraiment ce que c'est que le design émotionnel. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on touche au quotidien et depuis X temps, sauf qu'il a mis un mot dessus. Donc exemple, si je vous montre cette personne, donc voilà, ça vous fait sourire, on le connaît. Mr Bean, ça vous rappelle sûrement des souvenirs, donc à la fois peut-être vous, quand vous regardiez sur France 3 le dimanche soir en attendant que maman faisait de la soupe. Voilà, donc c'est un personnage qui est extrêmement connu et qui en plus, ce qui a été aussi l'avantage pour lui, c'est qu'il n'y a aucun dialogue dans cette série, donc ce qui est un très bon moyen d'exportation. Si je vous montre cette affiche, donc Cocorico, Oggy et les cafards, qui est un dessin animé, qui est un peu le Tom et Jerry d'aujourd'hui, qui est exporté dans plus de 150 pays. Et ce qui est l'avantage de dessin animé, pareil, il n'y a aucun dialogue. Tout se base sur le comique de situation, le bruitage, qui est très important au niveau du son, et ce qui touche un large public, pareil, parce qu'il n'y a pas besoin de comprendre, tout se passe par l'animation et les situations. Si je vous montre cette application aussi, elle se rapproche exactement dans le même domaine de ce que je vous ai montré avant. Donc, c'est une application iPhone, donc ça s'appelle Monsieur Mood, qui est réalisée par des freelances qui sont situés à Grenoble. Et cette application, on va dire que c'est un outil de prise à décision. Donc, vous la téléchargez et tous les jours, vous notez votre journée. Donc, tout se passe seulement avec des émoticônes. Donc, ma journée était super, ma journée était un peu merdique, hein, où j'ai eu où c'était, on va dire, morose. Et au fur et à mesure que vous allez compléter cette application, on va vous donner des statistiques. Et là, vous vous rendez compte si votre vie elle est géniale ou s'il faut changer. Hein. Si ça ne va plus, et il faut prendre une décision. Donc voilà, donc c'est pour montrer que l'émotion, c'est un langage universel. Et aujourd'hui, la problématique à tous, qu'on soit designer ou qu'on soit dans le marketing, c'est de comment trouver une meilleure expérience. Donc là, je vous ai sorti pour l'utilisateur. Donc je vous ai sorti une stat qui date de 2011, mais je pense qu'elle persiste. Hein. 61% des responsables marketing cherchent la façon d'aborder les nouvelles générations, les consommateurs qui sont toujours plus à l'expérience émotionnelle. Alors, cette presse, elle sera mise en ligne. Et à chaque fois, je vous ai mis des petits players embed. Donc là, exemple, c'est une émission de radio sur France Inter qui aborde ce sujet. Et pareil, dans différents domaines, et je trouve qu'elle est assez intéressante à écouter. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on recherche tous à avoir une meilleure expérience utilisateur par rapport forcément à son domaine ou à son business. Alors, si on revient un petit peu dans le passé, je ne vais pas vous cacher, hein, Apple, ils sont quand même très forts. Hein, ça, on ne peut pas le dire. Donc, il y a eu tout ce qui était les tout premiers iMac avec les couleurs. Et à un moment donné, pareil, ils ont sorti donc, cet iMac en 2002 et qui commençait à avoir un peu une approche plutôt humaine. Et je vais vous montrer la pub qui parle d'elle-même. Till you meet the new iMac. Voilà, donc là vous commencez à comprendre que l'ordinateur est un peu plus qu'un simple ordinateur, il commence à dialoguer, il prend les mimiques de l'être humain. Alors, je continue chez Mac, forcément. Les nouveaux MacBook, donc maintenant, ordinateur portable. Steve Jobs ou ses compagnons de route trouvent toujours des subtilités. Et donc là, sur le MacBook, ce qui est assez intéressant, c'est la veilleuse. Donc là, je l'ai entourée parce qu'on ne la voit pas forcément. Cette veilleuse, elle a été brevetée, forcément, on est chez Apple, et elle reprend la respiration de l'être humain. Donc c'est-à-dire que votre ordinateur vit. Vous le posez, exemple, le soir après que vous avez bossé, vous le mettez sur votre table, vous ne l'éteignez pas, puis la petite veilleuse, elle est là et elle respire. Et ce phénomène, cette fonctionnalité, on peut aussi la retrouver en architecture. Donc là, alors je vais couper le son parce qu'il n'y a rien à entendre. C'est un monument qui est situé à Berlin. Et c'est pareil, ils ont fait des expérimentations où le bâtiment respire. Et donc quand on monte en haut de la tour de Berlin, qui est l'antenne télé ou radio, je ne sais plus, quand il fait nuit, on voit que ce bâtiment il respire dans l'arrondissement où il est. Et donc c'est aussi une approche
qui est assez intéressante et que même voilà, dans l'architecture, on va essayer de donner vie à des bâtiments. Et cette chose a un nom. On l'appelle anthropomorphisme. En gros, c'est comment attribuer à des objets ou des animaux, on va dire, des fonctionnalités humaines. On va dire des caractères de traits humains. Je prends les fables de La Fontaine, il y a la tortue, il y a le lapin. La manière dont ils sont racontés, ils ont cette notion de côté humain. Alors, juste pour revenir, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cette affiche est par rapport au film Franck et le robot. Et je vous recommande vivement de le voir. Je vais l'aborder après ensuite. Et c'est une approche très, très intéressante. Donc, si on continue sur cette notion d'anthropomorphisme, on a tous connu donc, le couscous, le nabastag, parce que mon nabastag à moi s'appelait couscous. Et je pense que... Est-ce qu'il y en a qui ont connu le nabastag? Ah, quand même, bon, ça va. Donc voilà, donc c'est un objet qui est devenu carrément un animal de compagnie, qui est connecté à Internet. Donc vous pouvez dialoguer avec d'autres personnes de France ou de d'autres pays. Vous pouvez ajouter des flux RSS et l'animal prenait vie. Et en plus, donc ses oreilles bougeaient et après on pouvait le customiser. Bon, malheureusement, il n'a pas connu un succès qui a duré sur du long terme, mais c'était, on va dire, tout nouveau dans le domaine, surtout dans les objets connectés. Pour tout ce qui est robotique, on a toujours eu ce fantasme d'un jour d'avoir un robot qui ressemble à l'être humain, qui va pouvoir nous remplacer. Donc là, je vous ai mis un petit patchwork de tout ce qui est film. Donc ça va de Blade Runner à 2001 l'Odyssée de l'espace. Dernièrement, la série qui a pas mal cartonné sur Arte, avec les Real Human, donc qui était assez drôle, hein, parce que c'est des robots qui sont super intelligents, mais on les broche avec un port USB. Donc c'est un petit peu archaïque, mais bon, c'était pour donner un peu de sens à tout ça. Et on y arrive, et on va y arriver petit à petit. Alors là, je vous présente Nao, Cocorico, donc succès français, que dernièrement, notre cher président a eu la chance de tenir entre ses mains. Et donc, ce petit robot a été conçu par un Français. Donc pareil, je vous ai mis à l'interview de lui sur France Inter, qui explique quel était son but, que depuis très longtemps, il espérait réaliser un robot et que les technologies n'étaient pas prêtes et qu'aujourd'hui, ce robot est totalement fonctionnel. Donc, il est au tout début, il est intelligent. Le but, c'est qu'il aide l'être humain. Donc, ça peut être chez les enfants handicapés, ça peut être au niveau en cours, en classe, ça peut être dans les hôpitaux. Donc, c'est vraiment, on va dire, au tout début. Donc c'est Nao, le petit robot. Et ce qu'il explique, c'est qu'il lui donne des traits, on va dire, humains, mais pas à l'extrême. Déjà aussi, il explique, donc il y a deux formats, un tout petit et un moyen, et que le but, c'est pas de faire un énorme robot qui va nous dominer. C'est-à-dire que ça reste quand même un robot. L'être humain, quand même, doit rester dominant dessus. Et quand on regarde au niveau de l'historique dans la robotique, ce n'est pas nouveau. Et on continue et on va y aller de plus en plus. Donc ça a commencé avec Sony, avec le chien, qui lui-même a été programmé avec aussi des scripts aléatoires. Donc vraiment, c'est un robot, mais on ne peut pas le commander. Des fois, le chien, il se mettait à courir. Courir, c'est un grand mot, parce que bon, il ne courait pas super rapide, ce robot. Mais en tout cas, l'homme ne pouvait pas vraiment totalement le maîtriser. Ensuite, donc Toshiba qui a fait énormément d'expérimentation, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on arrive à des robots. Donc là, je vais vous montrer une vidéo. Comme un vrai patient. Alors, c'est des robots donc, au Japon qui aident les étudiants en chirurgie dentaire à s'entraîner. Donc, au lieu de tester sur des êtres humains, ils testent sur des robots. Mais le robot, on va dire, est très, très réaliste. Il cligne des yeux, il couine quand il a mal, il ferme la mâchoire quand il a des réactions. Voilà, il tient un mouchoir, il le ferme si l'étudiant va trop fort. Et donc, c'est pour montrer que, au Japon, ils n'ont pas du tout la même approche que nous. Ce que disait le créateur de Nao, c'est qu'en Europe, dès qu'on voit, on va dire, voir un robot qui se rapproche physiquement de l'être humain, on va tendance à avoir peur. Qu'à la différence au Japon, ils apprécient davantage
cette personnification extrême. Donc tout est notion de culture, et après on va voir dans les années à venir ce qui va se passer sur ce domaine-là. Donc pareil, je ne vais pas vous montrer toutes les vidéos parce que le temps est assez court, mais on s'y approche et on y travaille beaucoup. Là, dernièrement, pareil, Sony a sorti un petit robot qui va partir dans l'espace et qui va aider les astronautes et un peu tâter le terrain dans ce domaine. Et donc, toujours dans le thème du robot, là, je vous présente une start-up qui s'appelle Tapbot et qui réalise des applications qui s'inspirent des robots. Donc pour eux, soi-disant, le déclic, ça a été le film Wall-E. C'est de comment, avec un simple robot, on arrive à avoir de l'affection, on arrive à avoir de l'émotion. Et eux, ils essayent de retranscrire dans toutes leurs applications, donc que ça soit un convertisseur, une calculette ou un outil qui peut gérer notre poids. À chaque fois, ils le matérialisent et ils essayent d'exprimer à travers l'interface quelque chose d'un peu robotique mais qui se rapproche de l'humain. Et ce qui est très intéressant dans leur approche, c'est le son. Et le son, qu'on l'oublie, c'est un indicateur fort pour nous. Donc là, je vais vous montrer l'application Converboot. Voilà, donc l'application est très bien réussie et en même temps on a une qualité, on va dire sonore, qui représente vraiment la qualité et en même temps le côté robot. Et eux, ils insistent beaucoup sur le son parce que c'est un retour que la machine fait à l'homme à chaque action. Et ça, souvent, on a tendance à l'oublier. Si je prends Macintosh, quand on vide sa corbeille, on entend le son de la corbeille qui se vide. Et ça, c'est très important parce que ça complète, on va dire, la perception qu'on a de l'application et de l'usage. Si je continue, dans le jeu, c'est aussi important d'avoir un son. Ça, je ne vais pas vous le montrer. Je ne vais pas vous l'apprendre, pardon. Je vous montre l'application Dot. Donc, c'est un jeu. Voilà, donc le but de jeu, c'est d'éliminer le maximum de lignes, de points, en faisant des carrés, en faisant des lignes et en faisant des ronds. Et donc à chaque action, on a une validation, et après ça dépend de combien on va réussir à éliminer de points en même temps. Et à chaque fois que vous entendez la musique, elle est quand même géniale, quoi. Quand on y joue, on y prend plaisir, à la fois visuellement parce que c'est simple, parce que le jeu est addictif, et en même temps, on a un son, une petite musique, des petits retours utilisateurs qui sont assez intéressants. D'où l'importance de travailler chaque élément dans vos interfaces ou dans votre produit. Si je continue dans tout ce qui va être retour utilisateur, donc à chaque action, je vais vous présenter l'application Clear, qui est une application pour faire ses to-do list. Alors, ce qui est intéressant à eux, donc il n'y a pas forcément, je ne sais plus s'il y a le son ou pas. Bref, ce que je trouve intéressant, c'était surtout la manière dont ils présentent la to-do list. Alors moi, je cherche depuis X temps une application qui va me permettre de m'organiser, de mettre en priorité mes tâches. Et eux, ils jouent sur la notion de la couleur. Donc toutes les tâches qui vont être méga prioritaires, elles vont se situer dans la partie, on va dire, rouge. Et en plus, plus vous allez réaliser... Attends, je vais avancer un petit peu. Hop. Donc les tâches super importantes vont être dans la partie rouge, puis au fur et à mesure que les tâches vont être moins importantes, elles vont être dans la partie plus orange, puis jaune, puis après vers le vert ou le blanc. En plus d'avoir une interaction et une navigation fort intéressante et assez balèze, cette notion de travailler sur la couleur, qui est pour nous donc un signal, une alerte, parce qu'il y a des couleurs qu'on connaît tous au quotidien. Le rouge, c'est l'alerte. Le vert, c'est la validation. Et ça, souvent, on l'oublie. Alors maintenant, ça va mieux sur Internet, avec quand je remplis les formulaires, quand on fait des erreurs, on a plus
de signal, mais c'est assez important parce qu'il y a des codes comme ça qu'on ne pourra pas forcément réinventer. Donc là, c'est GitHub. Donc je pense que c'est plus cette plateforme parle davantage aux développeurs. Donc quand le site tout va bien, c'est un fond vert et la mascotte elle sourit. Quand ça commence à pas aller trop bien, on passe au orange et on commence à signaler que ça va mal tourner. Et puis après, on passe au rouge et là, la petite mascotte, elle tire la tronche, quoi. Et donc voilà. Donc eux, à la fois, ils jouent sur les codes couleurs qu'on connaît tous et en même temps sur l'usage de la mascotte. Et le fait d'avoir un repère visuel, cette fois-ci, est aussi important pour nous. Parce que des fois, on peut avoir juste une petite phrase qui apparaît, erreur. Et le fait qu'on n'a pas la couleur visuellement, ça peut désorienter l'utilisateur. Donc ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut faire attention quand on conçoit un produit, c'est toujours mettre action-réaction. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que quand l'utilisateur qui est derrière son ordinateur, parce qu'il est tout seul face à votre site internet, à votre produit, à votre logiciel, qu'il ait un retour, qu'il ne se sente pas paumé. Moi aujourd'hui dans ma start-up, je suis au contact énormément des clients et ce qui est assez intéressant et important, c'est que quand on est expert nous dans notre domaine, qu'on passe nos journées à naviguer, que ce soit sur des téléphones, des tablettes, on se dit c'est bon, ce que je vais designer ou ce que le designer va mettre en place, c'est bon, l'utilisateur en face va connaître. À un moment donné, il y a un de mes développeurs qui voulait mettre que des raccourcis clavier parce que c'était trop bien, ça va super vite et c'est génial. Et j'ai fait oui, mais moi à l'autre bout, j'ai pas des gens qui sont franchement experts et puis le faire pomme, H, T, et ils vont pas forcément comprendre que ça va ouvrir tel pop-up ou telle navigation. Donc c'est important d'avoir des retours homme-machine et en même temps de garder un petit peu les pieds sur terre et d'être proche de son utilisateur. Donc l'importance du visuel. Donc là, je vous montre une pâtisserie. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous la trouvez? Voilà, tout simplement. Moche, ok. Je vous montre celle-ci. C'est un peu mieux. Puis alors là, je vous montre Captain Choco. Là, vous me dites, j'ai envie de l'acheter. Je ne vais pas forcément le manger tout de suite parce que c'est très beau, mais en tout cas, ça fait travailler votre imagination. Et voilà, quand vous allez dans un magasin, vous voyez la vitrine. Tout de suite, ça va être un indicateur. Si la pâtisserie attire un peu les tronches, vous dites, la boulangère, elle n'est pas forcément bien. Mais si vous avez une meilleure présentation, vous allez déjà être attiré à rentrer dans ce magasin. Sur Internet, c'est exactement pareil. Il faut faire rêver les gens. Maintenant, aujourd'hui, il y a des écoles de graphistes, il y a des designers, il y a des web designers. Investissez, je vous en supplie. N'hésitez pas, payez un graphiste, payez un web designer. Vous aurez toujours un bon retour. Je vous le dis parce que moi-même au quotidien, avec mes clients, il y en a qui ne veulent pas. Moi, je pleure. Mais bon, c'est pas grave, ils me laissent pleurer. Voilà, donc donner envie par l'image. Je prends exemple, tout con, promo vacances. Vous allez me dire, c'est pas la même cible. Pas de souci, c'est pas la même cible. Je comprends tout à fait. Je vais sur promo vacances. Déjà, je commence à avoir la tête qui tourne. Je vais sur Airbnb. Là, je me dis, j'aimerais bien aller dans cet appart. Ça me fait bien rêver. Ça me changerait de mon 14 mètres carrés. Voilà. C'est tout con, mais le visuel, ça a un impact énorme. Et Airbnb, ils ont compris. Ils vendent du voyage, ils vendent du rêve, ils vendent de la photo. Et c'est pour ça aussi qu'ils se déplacent dans des appartements pour faire eux-mêmes les photos avec des super grands angles. Vous dites, waouh, ça claque. Et ils ont compris cette partie-là. C'est que quand on est dans un secteur du voyage, il faut faire rêver. Alors c'est sûr, vous n'avez pas forcément d'argent, vous allez voir chez Promo Vacances. Après, vous allez chez Airbnb, puis vous allez comparer et vous allez voir que c'est quand même pas mal. Et juste pour l'anecdote, vous savez, en ce moment, il y a le débat que Airbnb, c'est un business qui va tuer les hôtels, qui va tuer les auberges, et ainsi de suite. Et il y a une étude qui a été faite, c'est que les gens qui utilisent Airbnb, en fin de compte, ils consomment 10 fois plus quand ils sont dans la ville, dans le tourisme. Parce que pour eux, psychologiquement, ils font des économies sur le logement, et donc ils se font plaisir, aller au restaurant, acheter des souvenirs, acheter des glaces, et ainsi de suite. Et donc voilà, c'est tout. C'était juste une petite anecdote qui me faisait bien marrer sur le business model. Pareil pour la data visualisation, c'est pareil. C'est un phénomène qu'on connaît maintenant depuis 2-3 ans avec les infographies. Mais c'est comment rendre accessibles des données qui ne sont pas forcément compréhensibles à l'utilisateur, on va dire, lambda. Des fois, dans les journaux, on nous sort des statistiques. Alors déjà, on relit 4-5 fois la phrase parce qu'on ne la comprend pas forcément. Et puis d'un seul coup, tac, on va avoir un schéma qui va rendre le côté un peu plus ludique et un peu plus compréhensible.
Et donc, je crois que c'est l'an dernier, ou il y a peut-être 2 ans, parce que le temps passe, il y a Expovise, qui est une exposition donc, qui était à Paris, qui a été co-organisée avec la Fonderie, qui est une agence institutionnelle parisienne, et qui a répertorié toutes les infographies, on va dire, du monde. Donc, ce qu'ils ont pu récupérer, cette expo, elle tourne en France. Et je vous conseille vivement d'aller la voir, parce qu'elle est vraiment géniale, et on prend du plaisir. Et après, on voit comment des données peuvent être... Alors après, il faut faire gaffe, hein, parce que les données, c'est pareil, on peut vous faire comprendre tout et n'importe quoi. Donc après, ça dépend de l'honnêteté derrière du journaliste qui va gérer ça avec le graphiste. Mais ça donne une perception différente de la donnée et ça permet de rendre du contenu accessible à d'autres individus. Et aujourd'hui, donc, les données peuvent être animées. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo de David McCandless qui a écrit un bouquin sur la data viz qui est super intéressant et qui dit, parce que je suis allée donc, à sa conférence, que le travail sur les données interactives permet de jouer avec leur aspect et d'offrir au lecteur une notion attractive et ludique nouvelle. Hop. Donc là, c'est une data viz qu'il avait fait au départ en fixe, en print. Et après, il s'est dit, je vais l'animer en jouant sur le côté Tetris. Donc, le musique, le rappel au souvenir, à la découverte de ce jeu. Et là, c'est sur les budgets dépensés aux États-Unis. Voilà, donc il y a eu pareil pour la France, il y a eu pareil pour tous les autres pays. Donc c'est marrant, mais après quand on lit et qu'on prend conscience, on pleure un peu sur les dépenses qui sont effectuées au quotidien. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc pour revenir sur le côté donc, du mouvement, de l'animation, le mouvement c'est la vie. Alors je ne sais pas si ça va faire rire ceux qui ont vu le film. Qui c'est qui a vu World War Z? Bon, ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. C'est un très bon film comique. Et en plus, on voit Brad Pitt qui s'injecte la coqueluche pour devenir Jésus auprès de zombies. Et voilà. Et donc, allez-y. Alors, c'est d'après un bouquin que je n'ai pas lu. Mais j'ai beaucoup ri quand j'ai vu ce film avec des placements de produits, Pepsi, tout ça. Mais voilà, souvent Brad Pitt dans ce film, il dit que le mouvement c'est la vie. Donc lui c'est par rapport à un contexte différent d'une autre. C'est que pour lui l'être humain s'il reste sédentaire, il meurt. Que là en bougeant continuellement dans les pays, en guerre ou autre, il survit. Et dans notre domaine à nous c'est exactement pareil. L'être humain a toujours eu besoin de bouger, de faire de la danse, de faire du théâtre, de s'exprimer avec son corps. Donc, je pense que est-ce que vous connaissez cette vidéo ou pas? Ou est-ce que vous l'avez vue tourner? Pas du tout. Oh là là, culture web. Donc, c'est on va dire, une compagnie de danse qui a été diffusée sur Arte. Alors, ça a beaucoup tourné sur le web parce que, on va dire, ce qui est assez étrange, c'est que les danseurs utilisent des béquilles pour s'exprimer à travers le corps. Et donc, ça a été assez drôle. Voilà, donc c'est cette séquence-là qui a beaucoup tourné sur le web. Voilà, je vais juste vous la montrer. Elle a été beaucoup parodiée par la suite. Donc, l'expression du visage. On comprend que cette personne a un problème. Et d'un seul coup, c'est parti. Voilà. Bon, c'est Arte, hein. Il y en a plein de vidéos comme ça. Donc voilà, donc c'est pour vous dire. Alors je vais vous montrer la parodie parce que la parodie elle est aussi marrante. J'en profite, j'ai un petit peu de temps là. J'ai rattrapé le retard qu'on avait. Si ça marche, ce serait pas mal. Ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Je vous la regarderai quand ça sera diffusé sur... ça a carrément planté le navigateur. Oh, la boulette. Bon. Et voilà, fallait que ça arrive. J'ai voulu faire ma maline et j'ai plus d'internet. J'ai plus de navigateur, j'ai plus d'ordinateur.
j'avais plein de choses à vous montrer après. Ah, je perds du temps. Bonjour. Je sais pas comment on va faire. Bah oui, moi non plus, je sais pas. C'est un truc en ligne? Oui, non, même pas. Même pas? C'est en local. C'est en local? Ouais. Et c'est ton ordinateur qui bug? Ouais, mais il bug souvent avec moi. C'est vrai? À ce qui paraît, il y a un Yves Jacinthe sur Internet, donc dès que j'approche un logiciel, un navigateur, ça plante. Ah, attends. Ah. Allez. Une chanson? Ah oui, c'est le Quelqu'un? moment. Je m'appelle pas Julien. Oh, je le redémarre. Tu l'as en local, c'est sur YouTube? Ah, mais moi, là, c'est ma presse est en local, mais là, c'est YouTube qui a tout planté. Tu voulais faire passer un truc sur YouTube? Ah, tu veux passer la vidéo en attendant? Ah, attendez, on a une solution. Pendant que je redémarre l'ordinateur, on va vous montrer la super vidéo. Bon, par contre, elle est très rapide. Tu m'as dit, c'est quoi? On va taper danse. Le temps que ça s'installe. Ouais. Alors. Bikini. Voilà. On voit quelque chose? Ah, t'as le son? Attends. Je remets derrière. Ouais, attends, vas-y. Je te fais la place. Allez, tout le monde debout. Allez, en attendant que ça lâchez-vous, redémarre. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est tout. C'est revenu. On est sauvés. Merci. À tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Hop. Ok. Donc c'était le petit moment détente. Nous allons revenir aux choses sérieuses, pas très sérieuses. Donc notre cher Brad Pitt, notre homme à la béquille. Et voilà. Alors je vais lancer YouTube, mais je ne vais pas mettre plein écran cette fois-ci. Donc pour revenir à tout ce qui est l'animation, l'expression corporelle, dans l'animation pure et dure de la 3D, du dessin animé 2D ou autre, c'est très important. Pixar, What you're going to see next is a forcément, progression of one shot l'a as it très goes bien to compris. story reels, then to layout, animation, final shaders, and lighting. Je vous montre le début, parce que c'est le hand-drawn meilleur. drawings by somebody's hand, Bob Peterson in this case, and we're going to see them for the first time. Donc dans l'animation, il in a faut story savoir qu'au reel départ, and see how moi je m'intéresse the whole beaucoup, scene times parce que c'est dans ce domaine-là au départ que je voulais aller, mais je n'étais pas assez douée en dessin. Et donc au départ, on commence surtout par des storyboards, par le scénario, le synopsis, travailler les personnages. Once we're happy with the story Voilà. reels, we Bon, move on chez into Pixar, layout. ils ont des That's singes where pour we les aider dans le determine mouvement the du corps, compositions mais and les the animateurs visual aussi, structure of the ils mettent movie. du sien. We work with little virtual sets with a virtual camera, and we figure out how the camera's going to move, and basically do everything that we can to make the Voilà, film donc là je vous montre very les différentes visually étapes. dynamic. In this part of the progression reel, I'm going to talk a little bit about animation. Leia basically provide us with a blueprint of how the shot will work. We're concerned with is bringing the characters to life. First thing we do, we listen to the dialogue of the actors portraying these characters again and again and again. We listen to it hundreds of times, trying to figure out what Donc the là on voit le right personnage gesture, what the évoluer, right performance on for the commence à shot should travailler be. le mouvement. Some Voilà, c'est ça que je animators voulais just vous sit at their montrer. desk and act it out like madmen.
Other animators use video reference. They'll videotape themselves acting it out just to get clear in their own mind. Et ça, c'est ce qui est le plus important en animation. C'est le mouvement. C'est rendre vie et donner vie à un personnage. J'ai un ami qui a bossé chez DreamWorks, donc il a participé à la conception de tout ce qui est Madagascar et toute cette partie-là des films. Donc lui, il s'est occupé de la lumière sur les mains des singes qui jouent aux cartes. Ça a duré 30 secondes, il a passé 6 mois dessus. Mais bon, c'est pour vous donner un peu la situation. Et donc lui, il me disait que ce qui est le plus compliqué pour avoir un dessin animé de qualité de Pixar, c'est l'animation, c'est le mouvement. Vous pouvez avoir les meilleures textures, le meilleur éclairage, le meilleur personnage, le meilleur scénario. Si le personnage n'est pas vivant, n'a pas l'impression qu'il soit vivant, le dessin animé ne va pas du tout avoir l'impact prévu. Et ça, dans le domaine de l'animation, c'est essentiel. Et nous, dans le domaine donc, de l'interface, le web design, on peut le retranscrire. Là, je vous montre juste pareil dans l'idée de mouvement. Les publicitaires, ceux qui font les chartes graphiques, des logos commencent aussi à s'y mettre et à trouver. Donc là, c'est Swisscom, qui est l'équivalent, on va dire, d'Orange en Suisse. Et donc, je ne vous montre pas la vidéo en entière. Je crois que le temps nous est compté. Mais en tout cas, le logo est travaillé vraiment. Hop, je vais vous le montrer. Voilà, donc il y a toute la charte graphique qui est travaillée et le logo prend vie. Voilà. Et à chaque fois qu'ils peuvent essayer de mettre le logo en mouvement, ils le placent. Et ça donne carrément comme une autre dimension à la com et à l'identité visuelle de la marque. Et hop, dans le domaine du digital publishing, c'est pareil. On commence vraiment à avoir maintenant des livres interactifs pour les enfants qui claquent et qui donne vraiment envie et qui va toucher tous les sens de l'être humain. Donc là, je vais vous montrer, je ne mettrai pas plein écran. Donc c'est l'agence Epic, c'est une agence belge qui a réalisé Babel le chat, et donc il y a un conte pour enfants qui est disponible sur iPad et sur Android. Et tout est super bien travaillé. Les illustrations sont terribles, la voix off qui raconte l'histoire est géniale. À chaque chapitre, on a des animations, on peut jouer avec l'accéléramètre de l'iPad. L'enfant, il peut souffler, les nuages vont s'envoler. Il y a du son. Tous les sens sont mis à contribution pour vivre cette expérience. Bon, il n'y a que le coup de la langue, le goût, parce qu'on ne va pas s'amuser à lécher la tablette, peut-être qu'un jour. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion, ça coûte que 3-4 €. Alors, je crois que sur Android, c'est un peu plus cher que sur l'iPhone. Ou sur l'iPad, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais ça vaut le coup de l'acheter, de tester ce nouveau format qui va se répandre de plus en plus, je pense, et j'espère. Après, c'est qu'une question de coût, de budget, de formation. Mais en tout cas, je pense que le domaine du livre va vraiment aller tendre dans cette partie-là. Si je continue, hop, dans tout ce qui est interactivité et mouvement, toujours Apple, je suis désolée, mais bon. Avec l'iPhone, je crois que c'est assez... ça parle de même, quoi. Donc ça, c'était un tweet qui m'a fait marrer. C'était quand tu vas supprimer une app iPhone, elles se mettent toutes à flipper. Tu pourrais les entendre murmurer « Non, pas moi, pas moi ». Voilà. Et donc l'icône se met à bouger. Et quand on va supprimer, on a un peu de regret, quoi. On se dit « Bon, je vais la killer, Moi, j'y vais pas ». Et moi, ça me rappelle une pub, je ne sais pas si vous l'avez connue ou que vous l'avez mémorisée, c'était les pubs d'Aussi, où c'était une boîte de conserve, donc la caméra c'est à vue du dessus, il y a une boîte de conserve et il reste, je crois, des petits pois ou des maïs, et puis ils sont là, mangez-moi, me laissez pas tout seul dans la boîte. C'est pareil, c'est con, c'est un petit pois, c'est un bout de maïs, et dans la pub, on arrive à dégager une émotion. Et là, dans l'interface, c'est pareil, c'est qu'un outil, mais on se dit, je vais supprimer cette appli. Et c'est drôle. Et messieurs, dames, l'humour... Voilà, femme qui rit est à moitié acquise, on va dire ça. Et dans le rédactionnel de vos interfaces, c'est exactement pareil. N'hésitez pas à mettre de l'humour. On a besoin de rire, de sourire. Je veux dire, on est en crise. La France va mal, le pays va mal, le monde, la terre va mal. Rigolons. Voilà. Donc dans les produits de grande consommation, ils l'ont déjà très bien compris, que ce soit Michel Augustin, Innocent, Daddy ou les derniers packaging de Monoprix, à chaque fois on a une petite phrase. Donc haricots blancs, on a tous un côté Fayot. Vous achetez votre boîte de guacamole, il y a marqué on a tous besoin d'un bon avocat.
Michel Augustin, je ne vais rien vous apprendre, hein, ils ont une très bonne com et ils ont su donner un côté convivial, familial aux produits qu'on va acheter. Donc, on a un intérêt. Et même si le produit est plus cher, vu qu'il y a de la sympathie, bon, allez, c'est pas grave, 2 € de plus. En plus, ils me disent que sur la boîte, je veux pas grossir et que c'est bien pour moi. Bon, j'y vais, quoi. Et pareil, dans le rédactionnel que vous allez mettre dans les interfaces. Là, je vous présente Be My App. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Be My App dans la salle? Bon, les parigots. Bon, alors, Be My App, c'est des week-ends de hackathon, donc c'est-à-dire des développeurs, des chargés de projet, des designers se réunissent, on ne se connaît pas, et le but c'est qu'en un week-end, on développe une appli mobile, iPad, on ne dort pas, on mange des pizzas, on boit des bières, mais il faut que le dimanche soir, on ait un prototype parce qu'on passe devant un jury, et il faut qu'on ait un truc qui tourne. Et ça, c'est un événement off, c'est un bon week-end et c'est super intéressant, on fait des bonnes rencontres. Et au niveau de leur charte, je ne sais pas si on le lit, mais à chaque fois le rédactionnel, on va dire, ressemble à l'événement. C'est un événement familial, il n'y a pas forcément de la compète, on est là plutôt pour découvrir, tester des nouvelles technos, développer et un peu bricoler. Et là, c'est exactement pareil au niveau du rédactionnel. Donc, je suis un super touriste, je passerai en tongs. Donc, voilà, je suis un simple visiteur. Donc, au lieu de mettre visiteur, je suis un super touriste, je vais venir en tongs, je vais boire des bières avec vous, puis je vais vous encourager à bosser et à pas dormir. Je suis un marketeur, les data, le benchmark, les diagrammes, c'est mon dada, je peux tout faire. Voilà. Et donc, au lieu d'avoir, je suis marketeur, je suis designer, on a déjà un côté un peu plus sympathique et on a envie de rejoindre l'événement. Si je continue dans tout ce qui va être notification. Donc, Bankin, Cocorico, plateforme française où on gère son argent qui est relié à toutes nos banques. Si vous n'êtes pas y allé depuis un bon moment, ils nous disent vous êtes où? Pensez à prendre soin de votre argent, connectez-vous, allez faire un tour parce qu'arrivé là, vous avez trop dépensé. Spotify, dans leur dernière mise à jour qui date du mois de mars, ils nous disent clairement que ça va mieux et en plus que l'appli a été faite avec des rétro-ingénieurs grâce à une technologie extraterrestre. Ok, c'est bon, je suis à la fin. Voilà, donc vous voyez, c'est tout con, mais c'est un petit discours, l'émotion peut passer par le rédactionnel. On n'a pas besoin d'avoir aussi peut-être un graphisme énorme à chaque action. Je continue. Sur Podio, quand vous inscrivez, ils vous disent que vous avez pris la bonne décision, vous êtes sur la bonne voie, qu'il faut continuer. Inscrivez-vous et on va faire des choses grandes ensemble. Pocket, c'est quand on se log, ils sont contents de nous revoir. Ah sympa, ça fait longtemps, on vous revoit. Twitter qui a quand même été le premier à nous faire passer la pilule que quand le serveur il tombe, c'est pas grave, puis on a une petite baleine qui sourit avec des petits oiseaux qui soulèvent la baleine. Pareil, quand on change de mot de passe, ils utilisent tout ce qui est onomatopée. Ouh, vous avez changé votre mot de passe, c'est trop bien. Voilà, ouais, c'est qu'un mot de passe, quoi. Je l'ai changé, quoi, parce qu'il y a un con qui m'a hacké mon compte, et puis voilà, bref. Quand vous inscrivez, c'est pareil, ils vous invitent à suivre des gens. Donc là, il n'y a pas la liste, mais ils nous mettent Matt Pokora, Michelle Obama, très bien. Et puis, ils nous encouragent à follower. Donc, on commence déjà à prendre conscience qu'il faut follower. Puis, ils nous disent c'est génial, quoi. On va finir et on va finir l'inscription. Pareil sur tout ce qui est navigateur, que ce soit Firefox ou Google, qui sont quand même très, très bons sur ça. Ils nous mettent un petit icône et puis ils nous disent, voilà, impossible de charger la page. On a tout essayé, quoi. Alors, si Google a tout essayé pour nous, voilà, faut comme moi, faut redémarrer la machine, quoi. On ne peut plus rien faire. Pareil, la vidéo est privée. Elle est privée, on met un petit icône d'un petit smiley qui tire la tronche. J'accélère, mais je suis à la fin. Bookbatly, raccourcisseur, vous plantez, et là, ils utilisent la mascotte. Alors, j'ai pas trop accentué la presse sur les mascottes parce qu'on en a eu un peu une overdose à un moment donné, parce que quand le bouquin est sorti d'Aaron Walters, le design émotionnel, c'est relié à la mascotte, Mailship, et ainsi de suite, mais c'est pas que ça. Ça va beaucoup plus loin dans chaque fonctionnalité, dans chaque écosystème de votre produit. Et donc voilà, donc ils utilisent pareil un onomatopée et le petit ballon chat, ballon lune, le poisson, qui tire la tronche. Et pareil après, si vous avez une mascotte, n'hésitez pas à l'utiliser, mais correctement, et pas, on va dire, surcharger l'utilisateur de la mascotte à tous les côtés. Donc GitHub, pour les développeurs, elle n'est pas trop présente, mais derrière, il y a une communauté qui s'amuse à customiser l'Octocat. Astrid, qui est pareil, un éditeur de tâches, il l'utilise, c'est une petite pieuvre, et puis voilà, ils le mettent à quelques endroits, mais sans trop boursoufler l'interface de l'application. Ma conclusion, et après vous êtes libre. Alors, ayez le sens du relationnel, de l'accueil, et gardez le sourire.
Voilà, c'est tout con, mais quand vous allez dans un resto, le mec il tire la gueule, il vous apporte le plat, je suis désolée, mais moi je reviens pas. Et sur un site internet, je pense que c'est pareil. S'il n'y a pas le petit élément qui va me dire ils sont sympas, il y a une équipe derrière, il y a un beau rédactionnel, tiens, c'est pas con, le bouton il s'anime comme ça, ou en fin de compte, l'ergonomie est super bien efficace et j'arrive rapidement à ce que je cherche, et votre utilisateur il va devenir ambassadeur et il va pareil faire du bouche à oreille. Et voilà, c'est exactement pareil comme dans la vie au quotidien. En gros, il faut juste essayer de retranscrire ce qu'on aime au quotidien dans nos interfaces. Après, ça dépend du business, de la cible, et ainsi de suite. Mais voilà, il faut garder le côté accueillant. Et ça, on ne vous le reprochera jamais d'avoir le sourire et d'être sympathique avec vos utilisateurs. Et sur ce, c'est fini. Voilà. Il est 11h15, à 25, il n'y a plus personne dans la salle. Donc il nous reste 10 minutes si vous avez des questions. Ouais. Oui. Micro, test. Bon. J'ai bien aimé le passage sur les sons dans les interfaces. Moi qui suis web designer, j'aurais voulu savoir dans quelle mesure, dans le monde du web, on peut utiliser les sons, les bruitages dans des sites web, voire des applications web, puisqu'on a l'habitude, un peu comme le clic droit, de l'exclure. Voilà. Ouais, Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise habitude? Est-ce qu'il faut le changer? Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'en ergonomie, souvent, on nous dit ne mettez pas. Parce que c'est vrai qu'à une époque, dans les années, je sais pas, peut-être 2000 ou 2005, les gens mettaient du fond sonore sur le site. Donc quand on arrivait, on avait de la musique, mais quand on est au boulot, peut-être que le boss, il ne doit pas savoir que vous êtes en train de surfer. Donc on coupe la musique rapidement, on ne sait pas comment l'éteindre, on ne sait pas comment faire. Ça gêne sa navigation. Donc c'est vrai que le son, on le retrouve beaucoup dans tout ce qui est application iPhone, mobile ou iPad. Après, on peut aussi peut-être le retrouver sur des interfaces au moment du clic. Des petites interactions, mais qui peut donner le petit plus. Mais c'est vrai que je n'en ai pas trop vu sur des sites web concrets. Je l'ai surtout vu dans des applis iPhone, tablette, dans les smartphones. Même dans les bornes interactives, quand j'ai testé, quand c'est des bornes interactives grand public, on ne va pas mettre du son. Mais après, je pense qu'il faut tester, mais il ne faut pas que ça soit non plus trop lourd et que ça soit subtil. Parce que dans toutes les applis que j'ai testées, même dans des applications telles que Solar, qui est une application pour voir la météo, qui est géniale. Si vous pouvez la télécharger, pareil, elle coûte 3 €, mais elle est vraiment sublime. Et il y a du son. Donc à chaque fois qu'on fait une interaction, il y a un petit son qui nous fait « Voilà, il fait beau ». Il fait beau, il pleut, tout va bien. Et ça joue par la musique. Voilà, donc je ne pourrais pas trop te dire plus, mais c'est vrai que sur le web, j'en ai très peu vu. Ok, merci. S'il y a d'autres questions. Non, bon, c'est bon, vous êtes libre. Merci à vous.